Bonjour, je suis Chancela Tchala, journaliste de formation. Bienvenue à tous dans cette édition de podcast basée sur l'histoire de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, est frontalier au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi. Mais ça fait 30 ans désormais que les Congolais s'y font tuer. L'histoire remonte de 1994 lors de la guerre qui a eu lieu au Rwanda entre le peuple rwandais. À l'époque, le Congo, c'était encore les Zaïre. Le président du Zaïre, sur demande de la communauté internationale, avait accepté d'ouvrir les portes du Zaïre, l'actuel RDC, pour recevoir les réfugiés ou ceux des Rwandais qui fouillaient la guerre dans leur pays. Ils étaient alors installés dans des camps des déplacés dans l'est de la RDC. Mais c'est que le maréchal Mobutu, à l'époque président du Zaïre, ne pouvait pas penser, c'est qu'en ouvrant ces portes-là, en acceptant de pouvoir obéir à la demande de la communauté internationale, il ouvrait en réalité la porte pour sa propre chute. Mais non seulement ça, pour ce qui deviendra 30 ans plus tard, génocide congolais avec 10 millions de morts, 500 000 femmes massacrées, éventrées, violées, sans compter le nombre d'enfants qui se font recruter des forces par des groupes armés et l'armée ougandaise et l'armée rwandaise qui forment ces enfants dans la partie est de la RDC pour piller les minéraux congolais, mais aussi pour exterminer le peuple congolais, ainsi les remplacer avec des peuples venus du Rwanda, de l'Ouganda. Si vous ne savez pas, ces sessions de podcast très chers compatriotes congolais, africains, de partout où vous êtes, l'idéal ici, c'est de pouvoir booster les patriotismes dans chacun de nous afin que nous puissions nous préparer à toute éventualité. Aujourd'hui, cette même communauté internationale qui connaît très bien son plan qui a marché dans l'Est de la RDC entre 1994 et 1997, lors du départ de Mobutu et de l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, cette communauté internationale sait pertinemment ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le monde s'attelle ou s'arrête à mentionner un génocide rwandais, mais personne ne va plus loin pour se poser la question, de savoir qu'est-ce qui a déclenché ces génocides. Et pourquoi, au lieu que les pouvoirs, les régimes de Paul Kagame, qui est l'initiateur du génocide au Rwanda, puissent payer les prix, pourquoi c'est à la République démocratique du Congo de pouvoir payer les prix, alors que la RDC, le Zaïre à l'époque, n'a fait que recevoir des réfugiés qui sont venus sans abri, sans issue, pour les héberger, les encadrer, les temps de retourner chez eux. Aujourd'hui, cette même communauté internationale bafoue l'indépendance et la souveraineté de la RDC, en regardant le Rwanda tuer, massacrer des Congolais. Mais ma préoccupation ultime ici, c'est au regard des déclarations d'Emmanuel Macron, le président de la France, où il dit que son pays et lui feront tout pour payer leurs responsabilités vis-à-vis du Rwanda, parce qu'ils auraient pu mieux faire en 1994 pour stopper les génocides. Et pourtant, nous tous, nous savons que la France est intervenue, mais à un moment, sur base des contraintes que la France ne maîtrisait pas, la France a été contrainte de pouvoir se retirer des opérations à l'est de la RDC et même au Rwanda, ainsi laisser les champs libres au gouvernement de Bill Clinton, à l'époque le président des États-Unis, en compagnie de Paul Kagame, pour pouvoir mener jusqu'au bout le complot qui était l'invasion du Zaïre et de l'actuelle République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, la communauté internationale ferme les yeux face au nombre de morts que compte mon pays, la RDC. Cette communauté n'est rien d'autre que complice de ce qui se passe à l'est de notre pays. C'est comme ça que vous et moi, en tant qu'Africains et Congolais en particulier, nous devons nous battre pour restaurer l'intégrité territoriale de notre pays, ne rien attendre de l'Occident, parce que rien de bon ne sortira de ces soi-disant partenaires occidentaux. Les mieux pour nous, c'est de pouvoir prendre des armes qui sont capables, notamment la connaissance que nous partageons ici, partager cette connaissance autour de vous afin de préparer l'ensemble de la communauté congolaise de partout où nous sommes, l'ensemble du peuple congolais, en tout cas dans les quatre coins de la RDC, afin que le moment venu, que personne ne prétende ignorer quoi que ce soit et que chacun de nous se mette debout, chacun en ce qui les concerne ou dans les domaines qui lui est fort, qui lui est précis, que nous puissions nous mettre comme un seul homme debout afin de combattre pour libérer réellement notre pays de cette oppression occidentale. La dernière fois, nous étions arrêtés où on parlait de la représentante de l'ONU
qui était venue au nom de Bill Clinton, où clairement elle ne voulait pas qu'il y ait d'intervention ni humanitaire ni militaire à l'est du Zaïre pour stopper l'avancée de Paul Kagame, etc. Mais en réalité, elle voulait que toute sorte d'aide qui était prédestinée aux réfugiés à l'est du Congo ne soit plus distribuée à ces réfugiés-là, parce qu'en réalité, selon elle, en tout cas dans les rapports qu'elle a présentés à Bill Clinton, selon elle, en faisant ça, on pouvait également aider des génocidaires qui s'est cachés parmi les réfugiés. Et pourtant, Mobutu avait déjà discuté afin de trouver un compromis pour les départs des réfugiés. Donc, essayer de mettre au clair la situation, essayer de trier les génocidaires parmi les réfugiés et ainsi traquer les génocidaires ou faire d'eux, je ne sais pas moi ce que la communauté internationale pensait faire à l'époque, mais au moins rapatrier les autres réfugiés. Ni l'un ni l'autre dans les deux stratégies n'a fonctionné. En réalité, il n'était nullement question de venir pour traquer les génocidaires à l'est du Zaïre, mais il était question d'utiliser ces talibis-là pour envahir les Zaïre, ainsi chasser Mobutu et ouvrir la porte au génocide congolais aujourd'hui avec la complicité de la communauté internationale. Suite à ces discours aux allures des menaces, on peut penser que le gouvernement des États-Unis, convaincu de la solution proposée par Paul Kagame, envisage effectivement de faire intervenir la force si les statu quo devaient perdurer au sujet des réfugiés Hutus du Zaïre. L'option d'une offensive militaire brutale à l'est du Zaïre contre les camps des réfugiés n'est dès lors plus qu'une question de temps. Le respect des droits des réfugiés devient de plus en plus hypothétique. La question qui se pose est de savoir si les responsables américains ont décidé de jouer avec le sort des réfugiés, car ils savent très bien pourquoi la plupart d'entre eux refusent de rentrer volontairement au Rwanda. Dans un rapport de la CIA daté du 4 août 1994 intitulé Threats to Returning Rwandan Refugees, menace contre les réfugiés rwandais qui rentrent chez eux, on apprend que les FPR de Paul Kagame, motivés par le désir de gouverner la totalité du Rwanda et de se venger des génocidaires, constituent la plus grande menace pour les réfugiés Hutus. Le rapport précise que les soldats de l'APR/FPR ainsi que d'autres Tutsis ont exécuté des personnes qu'ils soupçonnaient d'avoir participé au génocide. Soupçonnez, hein, vous n'avez pas de preuves, vous soupçonnez et vous passez à l'exécution. La même méthode depuis toujours. Le même rapport souligne que l'APR/FPR exerce un contrôle minutieux et systématique à l'égard de tous les réfugiés Hutus en provenance du Zaïre. Un autre rapport de la CIA datant du 26 août 1994 et intitulé Human Rights Abuses by the Rwandan Patriotic Front, les violations de droits humains par les fronts patriotiques rwandais, va encore plus loin. Plusieurs sources indiquent que les FPR tuent les Hutus et confisquent leurs biens. Les rapports notent que ces informations viennent de sources crédibles car il s'agit à la fois d'une politique délibérée du FPR qui domine le nouveau régime de Kigali et de problèmes graves de commandement en soi en son sein. Les auteurs du rapport de la CIA attestent que plusieurs milliers de Hutus ont été tués par les FPR et ses partisans. Au vu de ces rapports et notes produits par les renseignements américains, il est incontestable que les réfugiés Hutus rwandais du Zaïre ne peuvent rentrer volontairement au Rwanda car ce qui les y attend est tout sauf chaleureux. Pour ne pas aggraver une situation déjà très difficile, le HCR signe le 28 janvier 1995 avec le gouvernement zaïrois un accord permettant les déploiements au Kivu d'environ 1500 soldats de la division spéciale présidentielle possédant de plus hautes qualités de travail, des compétences et d'intégrité pour assurer la sécurité dans les camps de réfugiés. L'accord est prévu pour une durée de 5 mois renouvelable par une période de 3 mois. Le coût total de ces déploiements placés sous commandement des Zaïrois est estimé par les HCR à 13 millions
de dollars américains. Entre le 9 et le 12 février 1995, la patronne du HCR, Madame Sadako Ogata, se rend au Zaïre pour discuter avec les autorités zaïroises du sort des réfugiés et s'enquérir de la situation dans les camps créés pour ces réfugiés. Au Nord Kivu se trouvent des camps des Mugunga, Kibumba, Kaindo et Katale qui comptent environ 850 000 personnes selon le HCR, et au Sud Kivu, les camps de Bukavu et d'Uvira qui comptent quant à eux environ 600 000 personnes. C'est donc près d'1,5 million d'âmes qui continuent d'errer à l'est du Zaïre dans l'insécurité et l'incertitude totale. Les rapports entre les réfugiés eux-mêmes, ce ne sont pas toujours les plus cordiaux. Les réfugiés les plus aisés, c'est-à-dire les ex-hauts dignitaires rwandais, louent des maisons, tandis que les plus démunis vivent nécessairement dans des camps. De plus, les Rwandais traînent leurs vieux contentieux régionalistes, même dans les camps de réfugiés. Les organisations humanitaires leur ont d'ailleurs suggéré de reconstituer en quelque sorte le mode des structures administratives en vigueur au Rwanda avant les génocides pour assurer la discipline et la sécurité dans les camps. Il s'agit également de faciliter l'identification de personnes pour la distribution de l'aide alimentaire et de soins. Pourtant, ces mêmes ONG ne vont pas tarder à se précipiter dans les médias pour soutenir que les gouvernements déchus a repris en main la population des camps des réfugiés pour préparer avec des milices des attaques contre le Rwandais, discours qui va servir des plans offensifs de Paul Kagame contre les camps des réfugiés au Zaïre. C'est aussi au début de l'année 1995 que Monseigneur Muzirwa, l'archevêque de Bukavu au Zaïre, fera état de cette situation au cardinal belge Godfried Daniels, président de la conférence épiscopale de Belgique. Dans une lettre sans ambiguïté du 16 janvier 1995, Monseigneur Muzirwa explique: la grande majorité des réfugiés souhaitent rentrer dans leur pays, mais ils ne peuvent pas. Les conditions de retour ne sont pas remplies. Ils ont peur d'être mis en prison sur simple accusation sur les faits non prouvés ou d'être tués en essayant de rentrer dans leur propriété. Selon des témoins objectifs vivant au Rwanda, le massacre se poursuit et s'intensifie même au niveau du Rwanda. On estime entre 5 et 6 000 nombres de personnes assassinées par mois au Rwanda. Ces faits relèvent bien du régime